Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les universités françaises perdent légèrement du terrain au classement de Shanghai. Vous savez, c'est devenu l'indicateur de référence pour juger du niveau des universités dans la compétition mondiale. La France conserve 4 établissements dans le top 100, mais ces derniers perdent quelques places par rapport à l'an dernier. Bonne nouvelle tout de même, Paris-Saclay émerge, lui, toujours au premier rang pour la France, avec la 16e place. On va revenir sur l'intérêt de ce classement, évidemment, mais surtout sur les forces de l'établissement Paris-Saclay et sa capacité à innover. On en parle aujourd'hui avec Jean-François Perrat, vice-président adjoint numérique et pilotage à l'université Paris-Saclay. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Jean-François Perrat. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Petite parenthèse d'abord, mais il y a un an, nous recevions sur ce plateau Sylvie Retailleau, à cette époque présidente de l'université Paris-Saclay. Aujourd'hui, on le sait, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça veut dire quelque chose sur la réputation de Paris-Saclay ? Bon, certainement, c'est sûr, mais je pense aussi que c'est la concrétisation de la vision de Sylvie Retailleau qu'elle avait déjà au niveau de l'université Paris-Saclay et qui visiblement peut aller bien au-delà de l'université Paris-Saclay, notamment au Messery. Ça, c'est dit. Figurer parmi les premières universités, c'est ce que je disais au classement de Shanghai. Est-ce que c'est un objectif assumé pour Paris-Saclay ? Oui, bien sûr. Enfin, oui. L'objectif en tant que tel pour l'université Paris-Saclay, c'est d'être dans le top 20, d'accord. Ensuite, on sait très bien que, je dirais, le classement de Shanghai en tant que tel est un baromètre et qu'il faut le prendre en tant que tel. Et donc, bien évidemment, on souhaite être toujours présent dans ce top 20, mais voilà, sans plus aller sur une place bien précise. Oui, parce que derrière ça, j'entends, est-ce qu'il y a une pression de la part de votre établissement à rester dans ce top 20 ? Non, vous savez, le classement de Shanghai, il faut être très clair, est simplement le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est le reflet du travail de nos laboratoires, c'est le reflet de travail de nos services, et en tant que tel, on le prend comme cela, et on en est fier, bien évidemment, mais ce n'est pas une finalité en soi. Vous êtes le premier Français, c'est ce que je disais, mais aussi le premier d'Europe continentale. Absolument. Dans le classement. C'est quoi le secret de cette réussite française ? Le secret de cette réussite française, c'est d'avoir pris déjà des établissements qui étaient reconnus déjà internationalement dans leur domaine, parce que je rappelle que l'ex-université Paris-Sud était déjà une université de recherche intensive, par exemple, et qu'on a, comme vous le savez, dans l'université Paris-Saclay, un certain nombre de partenaires et de membres. En tant que membres, nous avons 4 grandes écoles. Nous avons l'ENS Paris-Saclay, nous avons Centrale Supélec, AgroParisTech, l'IEGS, nous avons les organismes nationaux de recherche. Donc tout ça fait que, bien évidemment, quand on rassemble des partenaires et des membres qui sont déjà connus dans leur domaine, eh bien on arrive à augmenter une visibilité et à l'avoir au niveau international de façon beaucoup plus concrétisée. Belle réussite française, c'est ce que je disais. Moi, j'aimerais avoir aussi votre avis là-dessus. Comment vous expliquez ce retard tout de même par rapport aux Anglais, aux Américains maintenant, aux Chinois ? Est-ce qu'il y a une question de moyens aussi déjà peut-être ? C'est clair, c'est de moyens mais aussi de modèles. Nous sommes un modèle expérimental français nouveau. Nous avons des missions qui sont multiples, dont une mission territoriale extrêmement forte. Un ancrage dans le territoire très important. Voilà, tout à fait. Je peux le dire sans vergogne, ce que Harvard, qui est le premier donc au niveau du classement de Shanghai, n'a pas. Alors, au niveau des moyens, bien évidemment, nous ne jouerons pas dans la même cour, puisque je rappelle que, par exemple, à titre informatif, sur Harvard, une année d'études, c'est $50 000. Nous sommes à moins de 500 €. Et puis, le fonds de fonctionnement d'Harvard, c'est de l'ordre de 50 milliards. Nous en sommes bien loin. Et voilà. Et donc, nous avons un modèle expérimental français qui fait ses preuves avec des missions qui sont des missions, je dirais, importantes pour la nation et pour l'international. Et je dirais qu'il faut comparer ce qui est comparable. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que notre but, c'est d'être dans le top 20. Et non pas de rivaliser avec Harvard, Cambridge ou... Exactement, même si, je me permets de le dire, on peut rivaliser sur certains domaines. Voilà. Quelles sont les retombées, c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, Jean-François Perrat, les retombées concrètes d'une place donc dans le top 20 du classement de Shanghai, notamment sur l'attractivité de Paris-Saclay, par exemple. Tout à fait, on a pu voir une attractivité, un effet attractif très fort de l'effet Shanghai, on va appeler ça comme ça, notamment au niveau des étudiants internationaux, particulièrement chinois, c'est clair, mais également au niveau national. Par exemple, il y a pas mal d'étudiants qui souhaitaient dans un premier temps faire une classe préparatoire aux grandes écoles et qui finalement se sont dit que les formations qui étaient présentes à l'université Paris-Saclay étaient tout aussi attractives et sont venus chez nous. Donc concrètement,
des étudiants sont plus nombreux à vouloir s'inscrire tous les ans à Paris-Saclay. Au niveau des étudiants, c'est ça. Et puis après, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez une vision claire de la chose, mais le cluster, ce qu'on appelle le cluster Paris-Saclay, c'est-à-dire... Faites attention avec ce mot. Oui, on va dire le regroupement. Voilà, pardon. Un regroupement sur le plateau de Saclay qui donne à peu près 13% de la recherche française à l'heure actuelle. C'est aussi, je dirais, une mixité et un creuset pour l'innovation, notamment avec un lien fort vers les petites et moyennes entreprises, qui est extrêmement productif et extrêmement attractif. C'est ce travail de recherche qui vous rend innovant aujourd'hui à Paris-Saclay. C'est ce que vous disiez, 13% de la recherche, du potentiel de recherche français, 275 laboratoires, c'est ça, je crois, Paris-Saclay. C'est ça qui vous rend innovant aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et je pense, sans vouloir faire de démagogie, je pense qu'il y a plein d'universités françaises, de toute façon, qui font un petit peu ce travail-là. Nous, on a eu la chance d'avoir ce modèle expérimental qui nous a permis de le faire de façon très concrète et d'amener un certain nombre de résultats très très vite. Et on voit déjà la concrétisation de ces premiers résultats. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi le travail des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui est valorisé ici. Eux l'entendent comme tel aussi et le voient comme tel, une 16e place au classement de Shanghai. Pour eux, c'est leur travail aussi qui est valorisé. Alors, je vais vous dire, j'ose espérer qu'ils le savent, parce que c'est le message qu'on fait passer, encore une fois. Et donc, c'est effectivement la résultante de tout ce travail sur le terrain. Et ça montre aussi que notre recherche et notre formation, qui sont nos deux piliers, avec l'innovation, bien évidemment, mais j'en parlerai peut-être après, voilà, c'est tout à fait productif, c'est tout à fait concret, et ça peut être d'une reconnaissance internationale non feinte, la preuve. Sur la recherche, avant de parler d'innovation, quoique les deux sont intrinsèquement liés. Absolument, et si vous avez reçu Sylvie Retailleau il n'y a pas longtemps, vous avez certainement tout à fait, c'est ce qu'elle nous a dit, elle allait évidemment dans ce sens-là. On en avait parlé avec elle il y a un an, peut-être que les choses ont un peu bougé ou non. Vous allez nous dire les principales orientations stratégiques en matière de recherche aujourd'hui à Paris-Saclay. Alors ça, je dirais que c'est du classique, mais c'est encore plus vrai à l'heure actuelle, c'est de fonder, ça c'est ce qu'Estelle Iacona, la nouvelle présidente de l'Université Paris-Saclay, avait très très souvent répété. Le but du jeu maintenant, c'est quoi? C'est d'avoir une recherche qui soit pérenne. C'est-à-dire que notre recherche doit s'évaluer, doit se construire sur une très très longue durée pour permettre justement le lien fort avec l'innovation qui est indispensable et sur lequel ce lien, nous avions un petit peu, quelques lacunes, je dirais, les décennies passées. Et comment on pérennise alors ? Comment on pérennise? Justement en mettant pas mal d'actions sur la recherche, en essayant justement de concrétiser les résultats du creuset d'innovation dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout ça fait que voilà, on essaye de faire ce plan à long terme sur une recherche de qualité reconnue à l'international sur plusieurs années. Et sur quelle thématique? Alors les thématiques sont assez variées, mais je dirais que, vous le savez sans doute, on est au niveau mathématique et sciences physiques, nous sommes assez bien placés pour ne parler que de cela. Mais maintenant, il y a des sujets qui émergent et qui évidemment sont maintenant, je dirais, le nerf de la guerre. On peut parler de la transition écologique, on peut parler du développement durable. D'ailleurs, la volonté de Paris-Saclay est de s'inscrire pleinement là-dedans, puisque je rappelle que dans l'équipe de présidence de l'Université Paris-Saclay, nous avons un vice-président lié au développement durable. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est concret. C'est peut-être là où le travail de recherche est lié à l'innovation, c'est-à-dire s'intéresser et mettre les moyens sur des sujets éminemment d'actualité. Tout à fait, tout à fait. J'allais poursuivre ma déclamation, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez également des sujets très très importants comme le sujet de la santé, qui sont, peut-être avez-vous entendu parler du Paris-Saclay Cancer Cluster, qui est un programme que nous avons déposé, dont nous aurons les résultats au mois d'octobre, avec notamment l'INSERM, avec notamment l'IPP, avec notamment Sanofi, et qui répond un peu à la demande du président de la République sur les centres d'oncologie spécialisés. Donc vous voyez, la santé aussi, et puis d'autres choses comme bien évidemment, et je suis bien placé pour en parler, la transformation numérique et la transition numérique. Alors justement, sur la transition numérique, sur quoi on travaille en ce moment? Sur quoi on travaille? Justement, comme vous avez certainement vu, vous également, dans votre métier, je dirais que le seul avantage de la Covid, ça a été justement de passer à des méthodes de travail qui sont complètement différentes. Et il a bien fallu qu'on s'y attelle avec le confinement. Donc on a énormément travaillé justement pour assurer la continuité, que ce soit au niveau de la recherche ou de la formation pendant ce confinement. Et je pense que de par ce que nous avons développé, de par les formations que nous avons données au personnel, maintenant ces personnels ont acquis cette façon de travailler et ça peut également faire reflet notamment au télétravail qui est en plein essor aussi à l'université. Justement, c'est peut-être là, vous avez peut-être un peu répondu à la question, si ce n'est pas par la recherche, par quels autres aspects l'innovation peut-elle passer ?
L'innovation numérique ou l'innovation... L'innovation en général. L'innovation en général, de toute façon, elle peut passer par des sociétés de transfert, par des valorisations. Actuellement, on est très très fort en sciences fondamentales. On l'est un petit peu moins en sciences appliquées parce que justement, ce fil vers l'innovation ne se fait pas comme il faut. Et donc, c'est ça que nous essayons de travailler le plus possible dans un environnement adéquat, de par le regroupement dont je vous parlais tout à l'heure. On va reparler, parce que ça aussi, ça nous intéresse, de cet ancrage territorial très fort de l'Université Paris-Saclay. Alors là, j'ai plus les chiffres, mais il me semblait, quand on en a parlé l'année dernière, 77 kilomètres, je crois. Oui, c'est ça, c'est un campus. De mémoire, c'est voilà, ça. Je crois que c'est ça. Comment on fait vivre un campus comme celui-là et puis surtout, voilà, comment on garde un lien, comment on crée un lien avec les laboratoires de recherche, avec les entreprises sur place. C'est ça peut-être qui fait aussi aujourd'hui la réputation de Paris-Saclay. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que cette façon de traiter la vie de campus est à 2 degrés. C'est-à-dire que, comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs membres. Le site de Paris-Saclay est un site éclaté, enfin, c'est un campus multisite, comme on le nomme actuellement. Et donc, les étudiants, bien évidemment, pour ne parler que de la formation dans un premier temps, vont vivre dans ce campus-là et vont, je dirais, vivre une vie de campus, je dirais, locale. Maintenant, tous les membres que j'ai cités tout à l'heure sont en connectique également avec la tutelle que représente Paris-Saclay et, bien évidemment, vont aussi se sentir, je l'espère du moins, partenaires et investis totalement dans cette structure supérieure, entre guillemets, qu'on appelle l'Université Paris-Saclay. Et à titre d'exemple, on essaye de faire le maximum possible pour leur donner notamment des aides qui les accompagnent sur tout le territoire, notamment pour le logement ou pour des aides sociales. Je pense notamment à la plateforme Sacled ou au PSUH pour la plateforme logement. Donc tout ça leur fait, je pense, naître, si ce n'est pas déjà fait, un sentiment d'appartenance à l'Université Paris-Saclay. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Jean-François Perrat d'être venu dans Smart Education aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le vice-président adjoint numérique et pilotage à l'Université de Paris-Saclay. Bravo pour cette 16e place au classement de Shanghai cette année. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.